Bienvenue au balado Au-delà des préjugés, présenté par Diversité 02, un organisme communautaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me présente, Marianne Tremblay, intervenante et animatrice au sein de l'organisme, et je serai votre animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, on reçoit Yann, qui nous parle de sa recherche sur le vécu des parents d'enfants trans et non-binaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous tenons à remercier les parents qui ont participé à la recherche, qui, grâce à eux, nous permet de sensibiliser et éduquer la population pour créer un environnement des plus sains possibles. Bonne écoute! Bonjour Yann, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, merci. Écoute, je te laisserai te présenter aux personnes qui nous écoutent. Ouais, donc moi je m'appelle Yann Zoldan, je suis psychologue, membre de l'Ordre des psychologues du Québec et professeur en psychologie à l'UQAC, Université du Québec à Chicoutimi. Parfait. Aujourd'hui, tu es ici pour nous parler en fait d'une recherche que tu as effectuée. Je me souviens plus de la date environ là, de la recherche. C'était en quelle année? La recherche, je pense qu'on a commencé... L'idée était en 2021 et je pense que 2022, c'est là où on a un peu plus réalisé la recherche. Parfait. Est-ce que tu veux nous expliquer en fait un peu ce qui a motivé l'équipe à faire une recherche sur ce sujet-là? Ouais, alors moi je m'intéresse un peu à tout ce qui est population marginalisée ou un petit peu discriminée. Donc j'ai beaucoup travaillé avec des personnes en demande d'asile, des gens qui ont pu être victimes de discrimination systémique, de racisme, de sexisme, etc. Et puis quand je suis arrivé, donc en 2021 à l'UQAC, j'ai eu un poste de prof, je me demandais un petit peu sur quel sujet je pouvais travailler. Donc à Montréal, j'avais travaillé avec la clinique Mauve, je suis toujours dans l'équipe de recherche, qui est une clinique pour les personnes LGBTQ+, migrantes et racisées. Donc au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je me demandais un peu comment je pouvais être un peu utile pour faire une recherche un peu plus communautaire. Et donc j'avais contacté Diversité 02, mais en regardant un peu ce qui se passait, j'avais déjà une idée sur les personnes et les jeunes personnes trans et non-binaires de la région. Et puis on m'a confirmé qu'il y avait un besoin finalement, notamment au niveau des parents, pour les accompagner ou en tout cas mieux comprendre la situation. Donc en recherche, ce qu'on essaye de faire au départ, c'est vraiment essayer de comprendre le sujet, comprendre quel est le portrait de la situation. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, OK, comment on va aborder le sujet? On va essayer d'aller voir au niveau des parents d'enfants trans ou non-binaires, donc d'enfants qui s'identifient comme trans ou non-binaires, comment ils vivent ça et quel est leur parcours, quelle est leur expérience en région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc c'est un peu avec cette idée-là qu'on est parti et qu'on a été faire des entrevues qualitatives avec 14 parents pour voir un peu quels étaient leurs différents parcours et expériences. Donc on est en région, on est sur déjà une population qui n'est pas majoritaire dans la société. Donc c'est pour ça qu'on a moins été sur des recherches quantitatives avec des questionnaires, etc. Mais plus vraiment des recherches plus en profondeur, qualitatives, avec des entrevues d'environ 1 heure pour vraiment aller plus en profondeur pour comprendre l'expérience. Donc, on a un portrait d'une certaine façon, mais un portrait qui reste très qualitatif, c'est-à-dire c'est l'expérience de chaque parent qui est toujours différente, toujours unique. Donc, quand on parle de ce sujet-là, on est à un temps donné, dans une société donnée, à un moment donné, avec ce petit échantillon de parents qui est venu, qui a gentiment accepté de nous rencontrer. Justement, j'aimerais ça que tu nous parles des trajectoires possibles d'un parent qui reçoit en fait le coming out de son enfant trans ou non-binaire. C'est ça, on a eu plein de témoignages différents, puis de trajectoires différentes de différents parents. Donc, si j'essaye un petit peu de résumer ça, j'aime pas trop faire des cases ou des catégories, mais si on essaye de faire des grandes trajectoires, on va avoir des parents qui ont été un petit peu perturbés par la nouvelle, mais qui étaient assez ouverts, puis ont été prendre de l'information pour au mieux accompagner les enfants. On a des parents pour qui ça a été un peu plus un choc et un peu plus difficile sur le moment de comprendre la situation et donc d'accepter le parcours de l'enfant. Donc ils ont dû, eux, faire un travail un peu plus sur eux-mêmes pour pouvoir mieux aider leur enfant dans ce moment-là. Et puis, on a quelques expériences où
des parents ont parlé, alors pas forcément d'eux-mêmes, mais des conjoints ou d'autres membres de la famille, où ça a été plus une expérience de rejet ou de non-acceptation et malheureusement des fois des coupures entre des membres de la famille et les jeunes. Donc si je résume, on a des parents, tous les parents ont été un petit peu, ils ont décrit la situation un peu comme un choc au départ en se disant ok, on n'avait pas prévu ça. Certains vont aller assez rapidement plus vers l'acceptation, d'autres vont faire plus une trajectoire d'acceptation, puis des parents ont plus été, ou des membres de la famille des fois, dans le rejet ou le refus. Puis probablement qu'il y a plusieurs choses qui vont impacter aussi la réaction des parents, c'est-à-dire la façon dont c'est amené par l'enfant, la réaction de l'enfant aussi par rapport à la découverte. Est-ce que ça se passe bien de son côté? Est-ce que avant même le coming out, il y avait des moments qui étaient plus sombres, plus difficiles, que les parents voyaient la souffrance de leur jeune? Tu sais, ça impacte, veut pas, en chaque vécu de chaque parent. Tu sais, le jeune lui-même, mais aussi les parents eux-mêmes, puis aussi, j'imagine, l'entourage de la famille. Oui, tout à fait. Donc, on a, encore si je faisais 2 catégories pour essayer de simplifier, on avait les jeunes pour qui ça se passait quand même bien avec la famille, bien avec eux-mêmes, et puis ils arrivent à avoir du dialogue, de la communication avec les parents. On avait d'autres familles où il pouvait y avoir des enjeux supplémentaires, des enjeux de santé mentale du côté de la famille, du côté du jeune, etc. Et ça peut rendre la situation plus délicate, notamment parce que le parent est inquiet, est déjà inquiet parce qu'il peut y avoir des idées suicidaires qui sont présentes, il peut y avoir des hospitalisations, etc. Et donc le parent se dit « Ah, au milieu de tout ça, j'ai une nouvelle information » où je suis déjà dans un environnement qui n'est pas très stable. Donc ça pouvait être un peu plus compliqué pour les parents parce qu'il y avait une inquiétude supplémentaire. Donc oui, il y a des manières, tout est dynamique, hein. Il y a la manière dont le parent reçoit l'information, puis il y a la manière dont le jeune apporte l'information, donc ça joue aussi. Mais il y a aussi tout l'univers autour de ça. Donc est-ce que le parent en a déjà entendu parler? Beaucoup de parents nous ont dit « j'étais pas du tout au courant de qu'est-ce qu'était une personne trans ou non-binaire. J'en avais jamais entendu parler, donc je ne savais pas trop ce qu'on me racontait. » Et donc des parents nous disaient, moi ce que je connaissais, c'était plus les enjeux liés à la sexualité, homosexualité, etc. Et donc ils disaient, est-ce que c'est ça? Donc j'ai questionné mon enfant sur l'orientation sexuelle. Puis ils se sont dit, ah, mais c'est pas ça non plus. D'autres parents avaient juste vu des shows de drag queen ou des choses comme ça, ils se sont dit, ah, mais alors mon enfant veut devenir drag queen, en demandant à l'enfant. L'enfant dit, non, c'est pas non plus ça. Donc voilà, et d'autres parents avaient déjà entendu parler, étaient plus au courant. Et donc c'est sûr que ça change finalement quand on parle de la découverte, quand l'enfant partage finalement de comment il se sent et quelle est son identité de genre. Mais quand un parent ne sait rien du tout, ça va être compliqué. Parce qu'il va se dire, mais qu'est-ce qu'on me raconte? C'est ça. Alors que s'il a déjà eu de l'information, encore mieux s'il connaît une personne, s'il a des références, eh ben les choses se passent un peu mieux puisque c'est moins d'un grand inconnu. Donc c'était un petit peu ça à ce niveau-là. Donc c'est pas que du côté du jeune, c'est aussi l'ensemble de tout ce qui entoure le parent. Hein. C'est leur relation aux deux, donc parents-jeunes, est importante, mais elle se place dans une structure, dans une culture, dans une société autour. Et donc c'est sûr que si les parents n'en ont jamais entendu parler, si c'est quelque chose qui paraît inconnu, voire bizarre, etc., pour le parent, ça va être encore des étapes supplémentaires de devoir découvrir un peu toute une nouvelle culture finalement, qui n'a pas été si découverte avant. Donc je trouve que c'est important de parler de la relation, mais de bien la voir dans le contexte, plus sociétal aussi. Quels sont les impacts que vous avez pu observer au niveau de la famille et au niveau du couple? Alors, et encore, ça va dépendre de toutes les familles. Oui. Ça va être ma réponse en permanence. Ça va dépendre. Chaque famille va avoir son histoire et sa manière de gérer ça. C'est sûr que certains témoignages, on a vu que même si au départ, ça faisait des bouleversements familiaux,
on a vu comment ça pouvait aussi, puis je vais commencer par le positif, sur souder encore plus, renforcer les liens au sein de la famille. Donc, on a été appelé des gens de la famille qui s'y connaissaient un peu sur ces sujets-là, et puis finalement, après, on a fait plus de discussions avec l'ensemble des membres de la famille, et donc finalement, ça a été une expérience positive où les gens ont pu finalement ensemble parler un peu plus, puis partager en commun une nouvelle culture finalement. Donc ça, c'était vraiment les histoires les plus positives de renforcement au sein des familles. Des couples aussi qui s'étaient formés, donc des remariages, etc., ont pu voir autour de ces enjeux-là aussi se renforcer en disant ok, on traverse finalement une nouvelle aventure ensemble avec le jeune, et donc ça donne finalement au beau-père ou la belle-mère une nouvelle place importante aussi, en disant ok, dans cette aventure-là, tu vas pouvoir avoir une place que tu n'as pas eue aussi, peut-être dès le départ, etc. Après, pour des familles notamment où ça a pu être pour plein d'enjeux différents, des fois on se concentre un peu plus sur les questions de genre, mais dans les familles, il peut y avoir de multiples enjeux qui font que des fois ça se passe moins bien. Et qu'un élément supplémentaire va être aussi un petit peu l'excuse pour dire ok, la famille s'est séparée, etc. à cause de ça. Souvent c'est plus complexe. On voit de multiples facteurs, mais on a aussi vu des familles qui où on pris plus de distance, où on fait un peu le tri dans les contacts. Voilà, si telle personne ne l'accepte pas, et moi je vais mettre un peu plus de côté et je vais aller avec les personnes qui acceptent un peu plus au niveau de la famille. Tout à l'heure, tu parlais un peu du contexte sociopolitique dans lequel les parents vont être. Quel enjeu ça peut avoir, quel enjeu ça peut prendre au terme de réponse? Ouais, c'est une super bonne question parce que le contexte actuel sociopolitique est de plus en plus tendu autour de ces questions-là. On le voit, si on se décale un peu et qu'on regarde aux États-Unis, on voit que presque l'affiliation politique entre démocrates et républicains sur les questions des jeunes trans et non-binaires et l'accès aux soins, ça vient dire, ok, si tu es pour l'accès aux soins, donc tu es plus démocrate, si tu es contre, tu es plus républicain. Et donc les familles se retrouvent coincées dans ces enjeux-là, et on en rajoute une couche, par exemple. Donc il y a tout ce contexte déjà politique. On le voit aussi ici avec certains partis plus à droite et d'extrême droite qui vont mettre dans leur campagne, moi je serais contre les transitions à tel âge, telle chose, etc. Ce qui est assez nouveau, n'était pas forcément dans leur programme avant, et donc finalement ils récupèrent différentes tensions sociétales, etc. En Europe, pareil, il y a eu des élections en Espagne là, très récemment, l'extrême droite faisait vraiment campagne contre les transitions des jeunes, etc. Donc faut savoir que les parents se retrouvent un peu dans tout ce contexte-là. Et un contexte médiatique aussi qui va en parler soit par ses oppositions politiques, soit aussi parfois de manière assez négative, avec les impacts négatifs sur la santé mentale, etc., qui peuvent exister à cause des discriminations, mais qui ne sont pas en soi des identités pathologiques, évidemment. Donc, le parent vit dans ce contexte-là. Et moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que finalement, l'accès aux soins pour les jeunes va être un peu conditionné de l'univers politique dans lequel évoluent les familles, la société, etc. Donc ça, c'est assez dangereux, finalement, quand on met des enjeux de santé collés à des polarisations politiques sur ça. Donc, c'est un peu faut s'imaginer, donc, quand les parents vont chercher sur Internet, souvent, la première source, quand l'enfant leur dit « Ok, voilà... mon identité de genre est celle-ci, puis c'est pas celle qui a été assignée à la naissance. » Le parent, il va aller sur Internet, puis dire « Ok ». Et là, il va retrouver tous ces débats. Avec, notamment, il peut être exposé à des photos de chirurgie ratée, de choses comme ça, et puis plein d'enjeux politiques qui vont dire « Mais en fait, il y a un lobby qui manipule, etc. » Et puis là, vous avez aussi le lot de désinformation, de théorie du complot autour de tout ça. Il faut savoir que là, le parent, il est dans une phase où il est un peu perdu. Il cherche de l'information et il a plein d'informations contradictoires qui lui tombent dessus. Et on sait que quand les gens sont un peu perdus, c'est là où ça va être
ils vont chercher des solutions un peu plus rapides. Et puis, il y a des gens qui utilisent ça. On connaît les phénomènes un peu de dérive sectaire. Quand les gens ne vont pas bien, il y a souvent des gens mal intentionnés qui vont derrière. Là, c'est un peu pareil. Quand les gens sont perdus, certaines informations vont être plus rassurantes. Notamment pour un parent de se dire « Ah, mais finalement, non, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de changement. C'est juste une crise. » Et puis, les choses... Donc ça, c'est des sortes d'informations qui peuvent... Comme ça, quand on est perdu, rassurer, parce que c'est comme une solution simple, j'attends, je fais rien, je bloque tout, et puis les choses vont rester comme avant. On sait que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, il y a très peu d'informations qui est adressée aux parents. Il y en a un petit peu, il y a différentes choses qui se font, mais et puis on est dans un sujet qui est quand même, on en parle de plus en plus ces dernières années, mais il reste beaucoup de recherches et beaucoup d'informations fiables à obtenir. Et donc, ce parent va entendre parler de détransition, de chirurgie, etc. Alors que souvent, ce n'est pas du tout là où le jeune est, ce n'est même pas en lien avec son âge, là où il est. Et c'est plein d'informations qui vont encore plus inquiéter le parent au lieu de rassurer et de se dire laissons prendre le temps à tout le monde de voir comment ça se passe et qu'il n'y a pas forcément... tout de suite des questions de chirurgie, etc. C'est tout des parcours, des réflexions, à la fois du côté des jeunes, à la fois du côté des fois des parents quand ils doivent accompagner le jeune. Mais c'est sûr que cet univers, il est assez stressant. Donc quand on va sur Internet et qu'on cherche de l'information, on peut trouver beaucoup de choses différentes. Des fois pas forcément adaptées aux parents, des fois plus adaptées aux jeunes, et donc le parent se dit « Ouh là là, comme un décalage ». Puis ça, on l'a vu pas mal avec des parents qui nous disaient moi, quand j'ai eu l'information, j'étais au temps zéro, mais mon jeune, il avait réfléchi depuis 1 an, 2 ans, peut-être plus. Et donc, il avait finalement beaucoup plus d'informations, etc. Et puis, il fallait rattraper un petit peu pour se mettre à la temporalité du jeune, ou en tout cas, je dirais plus, pour qu'il y ait un espace de compromis et que finalement, les temporalités puissent se rejoindre d'une manière que le parent ait tout le temps pour comprendre et le jeune accès aux services dont il a besoin au moment où il a besoin. Est-ce que, suite à cette recherche-là, vous avez constaté des recommandations qui étaient possibles à différents niveaux? On parle ici, là, quand c'est des jeunes, c'est contexte scolaire, à la maison. Ça ressemble à quoi? Ouais, alors ce qu'on a fait, parce que nous, on avait juste quelques parents du Saguenay, donc on a été voir un peu les consensus d'experts et puis les recommandations, notamment internationales sur le sujet. Puis on a essayé aussi de voir comment les faire discuter avec nos résultats de recherche et puis les contextualiser pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est aussi un contexte différent que... certaines études de Californie, etc. C'est encore différent, chaque milieu est différent. Donc, une chose que je trouvais bien déjà en faisant cette recherche, puis en publiant le rapport de recherche, c'est aussi de pouvoir traduire en français certaines recommandations qui, des fois, n'existent pas forcément en français, même s'il y a quand même beaucoup de choses qui se font au Québec et des belles choses sur ce sujet. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a mis en place ces recommandations. Et c'est vrai qu'on a voulu faire une approche un peu de différents niveaux pour les recommandations. Donc des recommandations qui peuvent toucher plus la sphère familiale, mais c'est une sphère à l'intérieur d'autres sphères, donc sphère familiale, sphère plus école, communauté proche, puis après aussi au niveau de la société tout entière. Donc c'est un peu comme ça qu'on a pensé. Au niveau donc, si on prend le premier niveau, même le premier niveau, c'est le niveau du jeune aussi. Donc, l'idée pour le jeune, c'est aussi qu'il y ait des ressources pour trouver de l'information, pour trouver aussi... donc, on a mis les organismes communautaires, etc. Ça, c'est très important que les jeunes puissent avoir de l'information, puis parler des fois avec d'autres jeunes, avoir un réseau social. On sait que la société, des fois, peut encore avoir des discriminations. Donc, c'est important que le jeune trouve des lieux où il se sent bien, où il ne se sent pas discriminé, dans des moments qui ne sont pas évidents. Hein. Les questions de genre, pour tout le monde, hein, cisgenre, trans, etc., quand on se questionne sur son genre dans différents moments de la vie, adolescence, etc., on sait que ce n'est pas facile. Puis c'est bien d'avoir des amis autour pour nous dire « Ah ouais, ça c'est cool », etc.
C'est pareil pour au moment des transitions, que les jeunes aient des espaces aussi pour pouvoir, avec d'autres jeunes, etc., se dire « Ok, ça j'aime bien, ça j'aime moins, etc. etc. » Donc ça, c'est déjà renforcer le réseau social du jeune pour qu'il ne se sente pas isolé, qu'il ait du soutien, puis qu'il voit qu'il peut explorer librement son genre dans la société. Après, au niveau des parents, la recommandation qui est toujours mise en avant, c'est l'acceptation finalement. Alors l'acceptation, ça ne se fait pas d'un coup, c'est un peu des paroles, on peut vouloir accepter, mais ça ne veut pas dire qu'on arrive à accepter, mais c'est de se dire, ok, il y a un processus et je ne suis pas dans le rejet. J'essaye de comprendre, et puis on sait que tout ce qui va être le plus dangereux pour le jeune, ça va être le rejet, de la part des parents, de la part de l'école, de la part de la société. Donc c'est ça qu'il va falloir faire attention, que même si des fois ça peut être troublant, de ne pas rejeter le jeune. Et puis de peut-être pour le parent se chercher des espaces pour explorer qu'est-ce qui est difficile pour le parent, et aussi pour obtenir de l'information, des fois, pas seulement demander aux jeunes. Ça peut être difficile. Moi, si je demande aux gens, expliquez-moi votre genre, c'est pas facile. Je veux dire, bon, on va essayer de se reconstruire certaines choses de notre histoire, de se dire, ok, j'aimais telle chose à tel âge, tout ça, on ne sait même pas si c'est vraiment ça. Donc, c'est pas facile de répondre, pourquoi c'est comme ça. Il y a plein de questions existentielles où on n'a pas forcément les réponses. Et donc, si un parent cherche des réponses, va demander aux jeunes ou des réponses qu'on n'a pas forcément, qui évolue dans le temps, etc. Donc ça peut être bien pour le parent d'aller chercher aussi des réponses à ces questions dans les organismes communautaires, auprès de professionnels si jamais il y a besoin, pour pas trop finalement en rajouter pour le jeune qui lui déjà explore ces questions et puis a besoin des fois de se faire sa propre histoire pour lui. Après, les écoles, tout ce qu'on mettait, c'est aussi aller du côté de l'acceptation pour que finalement ça soit un lieu où ça se passe bien. Notamment, c'est très important pour l'école, si jamais à la maison ça se passe un peu plus difficilement, et des fois ça peut être juste de manière transitoire que ça se passe plus difficilement, que l'école soit un lieu où c'est bon, il n'y aura pas de réflexion sur la manière de s'habiller, etc. Ça va être un lieu où à l'école je me sens bien. Donc ça va être important pour l'école déjà de prendre ce rôle-là, qui n'est pas facile. Et puis l'école, mais il n'y a pas que l'école, il y a les groupes sportifs ou peu importe, les associations artistiques, tous les milieux finalement que le jeune va fréquenter. Le plus ça sera des milieux qui vont être ouverts, le plus le jeune va pouvoir se dire « Hey, j'ai une place dans ce monde et je peux vivre librement ici, etc. » Mais en tout cas, tous les résultats qu'on a essayé de les comprendre aussi en regardant après la société. Et c'est vrai que si on parle de choc, etc., c'est qu'on a une responsabilité collective. Le fait qu'on n'a pas assez mis de l'avant dans les médias, dans les films, etc., des personnes trans, non-binaires, ça fait que les parents, des fois, ils ont découvert. Ils se sont dit, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui arrive à mon jeune? Je n'ai aucune référence et je n'ai pas de référence positive. Donc, on a une responsabilité collective de montrer, finalement, qu'il y a des expériences positives, etc., pour tout un chacun, quel que soit leur genre, etc. Et évidemment, une des choses qui était très difficile pour les parents, c'était la peur qu'il arrive des choses difficiles à leur enfant, que l'enfant soit victime de violences, de discrimination. Et finalement, les parents, une fois qu'ils ont compris finalement que le genre, ça peut être un peu plus fluide, etc., il reste des fois cette peur en disant « Oui, mais sa vie va être un peu plus difficile. » Et ça, un parent n'a pas envie de se dire « Mon enfant va avoir une vie plus difficile. » Donc ça, c'est encore vraiment un enjeu collectif qu'encore à l'heure actuelle, à cause de la transphobie, on se dit qu'une personne trans va avoir une vie moins facile qu'une personne cisgenre. Et ça crée donc tous les aspects de peur, etc., qui sont un petit peu difficiles pour le parent. Et malheureusement, là, on ne peut pas faire grand-chose à un niveau... Enfin, si, on peut, à un niveau individuel, faire quelque chose, mais collectivement. Parce que là, le parent ne va pas pouvoir protéger le jeune de tout. Et donc là, on a vraiment une responsabilité collective autour de ça. Donc un peu nos grandes recommandations, c'était finalement de limiter l'exposition à des facteurs de risque comme les discriminations, etc. Et puis d'être dans l'acceptation à différents niveaux, tout en sachant que cette acceptation, elle se fait souvent pas d'emblée, que c'est des processus.
et de ne pas hésiter pour les parents, quand il y a besoin du temps que le parent ou le jeune, qu'il y ait des lieux pour parler, échanger, voir comment ça peut aider, des lieux communautaires ou des lieux avec des professionnels de la santé. Oui, parce qu'on pourrait avoir l'impression que dans mettons, chez Diversité 02, un organisme communautaire LGBT, on pourrait penser qu'un parent qui serait comme un allié au final, qui viendrait chercher de l'information ou simplement se confier, puis parler avec le personnel de comment qu'il ou elle prend la nouvelle, comment ça se passe. Il pourrait penser qu'il y aurait un certain jugement de la part de l'organisme, alors qu'au contraire, on est vraiment on est accueillant, on est dans l'ouverture. L'objectif, c'est juste de justement là, réfléchir à qu'est-ce qui m'affecte, moi, qu'est-ce qui vient me chercher dans cette situation-là, qu'est-ce qui fait que pour moi, c'est un peu plus difficile. Puis d'ailleurs, on a fait à l'automne 2022, on est en 2023, à l'automne 2022, on a décollé un groupe de soutien et d'éducation pour les parents qui a vraiment bien fonctionné. Les parents nous ont vraiment donné des très bons commentaires. Puis on a senti que c'était vraiment un besoin pour eux juste de communiquer avec d'autres parents qui vivaient des situations similaires, mais aussi d'avoir une idée claire de qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'avenir, c'est quoi les possibilités de mon jeune, c'est quoi les prochaines étapes. Là, ce que j'ai remarqué le plus, en fait, c'est ça, c'est que les parents, on dirait que on veut être 10 pas plus loin, mais comme tu l'as mentionné, des fois aussi, il faut rester un peu dans le moment présent puis se dire, OK, en ce moment, c'est quoi les besoins? En ce moment, qu'est-ce qu'on peut contrôler? Mais c'était aussi sécurisant pour eux de justement se projeter dans l'avenir puis de dire, OK, c'est bon, c'est moins pire que ce que je pensais. La pilule est moins difficile à avaler parce que là, je comprends où est-ce qu'on pourrait aller. Je comprends où est-ce qu'on pourrait ne pas nécessairement aller. Donc, de comprendre tous les enjeux, toutes les particularités, ça a vraiment été quelque chose d'aidant. Puis d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on va recommencer en fait ce groupe de parents-là à l'automne et probablement un petit peu plus tard dans les différentes municipalités. Donc, restez à l'affût là, pour ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse ou un besoin que vous avez. Sinon, en attendant, vous pouvez toujours contacter Diversité 02. C'est un service aussi qu'on offre de répondre aux questions des parents. Écoute, merci Yann pour cette entrevue-là. Je suis vraiment contente de t'avoir reçu, de t'avoir permis, en fait, et permis à tout le monde de pouvoir avoir accès à ces résultats-là, s'ouvrir sur cette réalité-là. Donc, merci beaucoup. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.